D'abord, j'aimerais remercier les représentants de l'Université de Kyoto de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de d'avoir la chance de, de parler aux personnes, de communiquer nos idées, nos travaux, et c'est ce que je vais, durant 15 minutes, essayer de faire. Mais avant de débuter, j'aimerais commencer par un petit préambule. Lorsqu'on regarde les deux conférences qui ont eu lieu avant la mienne, lorsqu'on regarde les conférences, ou du moins les résumés des conférences qui vont suivre, on constate que le plurilinguisme sera examiné selon différentes perspectives, anthropologiques, sociologiques, politiques, économiques, donc plusieurs perspectives. Cette conférence qui suit, qui durera 15 minutes, je vous invite à faire une parenthèse et d'examiner avec un microscope un petit phénomène du plurilinguisme, un petit phénomène mais combien important, qui s'appelle la démotivation des étudiants à apprendre une deuxième et parfois une troisième langue. Je sais que je m'adresse en grande partie à des professeurs qui enseignent des langues. Alors, j'aimerais, durant les 15 minutes qui vont suivre, que vous vous mettiez dans votre peau et que vous vous référiez à votre classe et que vous pensiez à vos étudiants. Voilà. Alors, je vais lire mon texte moi aussi, parce que j'aimerais respecter le 15 minutes qu'on m'a alloué pour cette communication. Je vais m'aider aussi de quelques diapositives juste pour vous visualiser des choses qui me paraissent importantes. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous informer que je ne suis pas un spécialiste du plurilinguisme comme le sont mes collègues. Mon champ d'expertise, c'est la psychopédagogie, ce que l'on nomme en anglais « educational psychologist ». Et mes travaux de recherche portent sur les caractéristiques individuelles des étudiants, tout particulièrement, bien sûr, sur leur motivation ou sur leur démotivation. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'aimerais qu'on passe les 15 minutes qui suivent et qu'on se pose des questions sur la motivation dans l'apprentissage des langues secondaires, tout particulièrement le français. La recherche en psychopédagogie, le type de recherche que je fais, nous montre que pour apprendre, et là j'ai besoin que ça fonctionne bien, voilà, que pour apprendre, il faut d'abord le pouvoir, en avoir les capacités, le vouloir, motivation, et en avoir l'opportunité. Ce sont les trois conditions les plus importantes. Mon intervention va porter sur une de ces conditions, le vouloir apprendre, c'est-à-dire la motivation à apprendre. Je vous invite pendant les prochaines minutes à vous poser deux questions que de nombreux professeurs se sont posées. Pourquoi plusieurs jeunes ne semblent pas motivés à apprendre une langue étrangère? Et la deuxième question, que peut faire un professeur d'université en de telles circonstances? Alors, durant les 15 minutes qui suivent, nous allons essayer de tenter de répondre à ces deux questions. Pour mieux circonscrire le problème de la démotivation à apprendre une deuxième langue, prenons une situation particulière, celle du Canada. Alors, s'annonçant comme une société multiculturelle, le Canada a adopté deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors, bien sûr, l'on souhaiterait que dans le cadre des systèmes scolaires, les anglophones de souche apprennent le français et les francophones de souche apprennent l'anglais. Mais la situation n'est pas aussi simple. Ceux qui connaissent bien le Canada pourront le confirmer. Alors, que se passe-t-il en réalité? Alors, ce que je peux observer, au-delà des statistiques, car je crois que les statistiques cachent un peu la réalité, c'est que la majorité des jeunes anglophones la majorité des jeunes anglophones font quelques tentatives pour apprendre le français,
mais sans vraiment s'engager et sans approfondir le sujet. Quant à la majorité des francophones, excusez-moi, mais c'est sans problème, fortement, on pourrait s'attendre à ce que les jeunes francophones désirent apprendre l'anglais puisque nous sommes en Amérique du Nord. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Les francophones vivant dans les régions éloignées des grands centres urbains rechignent souvent à apprendre l'anglais à l'école, prétextant que cela ne leur est pas utile dans la vie courante, bien sûr, et que de toute façon, ils sont protégés par des lois linguistiques que la province de Québec a mises en place. Cette démotivation est pour le moins surprenante lorsqu'on sait que le Québec est le seul îlot francophone dans une Amérique où l'anglais est omniprésent. Alors, comment peut-on alors expliquer la démotivation de ces jeunes Québécois et comment peut-on comprendre celle que manifeste un grand nombre de jeunes dans d'autres pays à l'égard de l'apprentissage de la langue seconde? Alors, le modèle de psychopédagogie sur lequel je travaille depuis 25 ans peut nous aider, je pense, à répondre à cette question. Il porte sur la motivation des étudiants à accomplir des activités d'apprentissage dans les classes de français et de français langue seconde. Dans notre modèle, dans notre modèle de la motivation, de la dynamique motivationnelle, les 3 sources les plus importantes de motivation sont je devrais avoir un petit G, mais alors, les 3 sources de motivation sont la perception de la valeur que l'étudiant porte à l'égard des activités d'apprentissage qu'on lui propose d'accomplir. Alors, les étudiants sont portés tout simplement à dire « Est-ce c'est important ce que le professeur me demande de faire? » C'est la première source de motivation. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle la perception de sa compétence. Est-ce que je suis capable de faire ce que le professeur me demande de faire? Et ça, c'est la deuxième source de motivation qui est très importante pour savoir si oui ou non nous allons nous engager dans une activité pédagogique. La troisième source de motivation, c'est est-ce que j'ai un certain contrôle sur ce qui va se dérouler durant l'activité? Est-ce que j'ai mon mot à dire? C'est ce qu'on appelle la perception de la contrôlabilité. Si ces 3 perceptions sont élevées, si l'étudiant a des perceptions élevées, nous aurons pour conséquence qu'il y aura apprentissage. Et cet apprentissage se manifeste par un choix de s'engager dans l'activité pédagogique que le professeur propose, et aussi se traduira par de la persévérance, c'est-à-dire un temps consacré à l'apprentissage. Et cet engagement et cette persévérance aura pour conséquence vraiment la réussite, et nous aurons là ce qu'on appelle, nous, une dynamique motivationnelle fonctionnelle, c'est-à-dire une dynamique motivationnelle positive. Les deux, la perception de la compétence et la perception de la contrôlabilité, sont certes des sources importantes de motivation. Mais j'aimerais porter votre attention sur peut-être la perception de la valeur, la première, pour le propos de notre discussion. Alors, selon l'état de la recherche, lorsqu'on examine les recherches qui ont été faites sur la perception de la valeur, on considère que la perception de la valeur, un étudiant aura une perception de la valeur s'il considère que l'activité d'apprentissage que le professeur lui propose lui est soit utile ou soit intéressante. Alors, la perception de la valeur, c'est soit de l'utilité ou soit de l'intérêt.
L'importance que l'on doit accorder à cette perception de la valeur nous est dictée par une multitude de recherches et j'ai été heureux de constater que même ici, à l'Université de Kyoto, par les travaux du professeur Oki, on confirme l'importance de la perception de la valeur comme une des sources les plus importantes de la motivation à apprendre une deuxième ou une troisième langue. Alors, le rôle de cette perception-là, elle est cruciale, on ne peut pas la contourner. Alors, imaginons maintenant, sachant que cette perception est très importante, imaginons maintenant le cas d'un professeur de français, langue seconde, à qui on soumet ses résultats en lui disant que la perception de la valeur, elle est très importante. Que doit-il faire s'il se préoccupe de la motivation de ses étudiants? Sachant que l'utilité et l'intérêt sont à l'origine de la perception de la valeur, la première question qu'il va se poser, c'est est-ce que mes étudiants perçoivent l'utilité des activités d'apprentissage de français langue seconde que je leur propose? Et moi, je pense que s'il posait cette question à ses étudiants, la majorité d'entre eux lui répondraient probablement oui pour obtenir notre diplôme, mais peu ou pas pour la vie courante et pour notre future profession. Cette réponse ne surprendrait pas, à mon avis, le professeur qui aurait posé cette question, car il sait que la bataille sur l'utilité de la langue française, tout en n'étant pas perdue, est difficile à mener, et surtout contre l'anglais. Et conclurait rapidement que s'il désire persuader ses étudiants à l'utilité du plurilinguisme, et tout particulièrement du français, il faut que les contextes économiques, sociaux, culturels dans lesquels vivent ces derniers, ces étudiants, viennent appuyer son discours, car de nos jours, je pense que dans la plupart des pays, du moins dans les pays occidentaux, les jeunes ne sont pas comme nous, ils ne se laissent pas facilement convaincre par un discours autoritaire. Alors, s'il est difficile pour ce professeur de convaincre ses étudiants à l'utilité d'apprendre le français, que peut-il faire pour qu'ils accordent de la valeur à ces activités et par ricochet pour qu'ils soient motivés à les accomplir? À notre avis, il lui reste une piste d'intervention, rendre ces activités intéressantes aux yeux des étudiants. La recherche sur la motivation en contexte scolaire peut aider notre professeur à relever ce défi. En effet, de nos jours, on connaît assez bien les conditions motivationnelles qu'une activité d'apprentissage doit remplir pour susciter l'intérêt des étudiants. Je ne décrirai pas ici les 10 conditions motivationnelles que la recherche nous dicte par rapport à la motivation. Ce serait trop long et je le ferai demain dans le cadre, peut-être certaines personnes le seront, dans le cadre du Congrès international sur l'enseignement du français en Asie de l'Est et dans le monde, congrès qui va se dérouler demain. Mais notons rapidement, à titre d'exemple, qu'une activité d'apprentissage sera motivante aux yeux des étudiants si elle leur propose un défi à relever, si elle leur donne des choix à effectuer, si elle est interdisciplinaire, si elle ressemble à ce qu'ils font dans la vie courante, etc., etc. Donc, nous les avons, les conditions motivationnelles que des activités d'apprentissage devraient rencontrer dans les classes au regard de l'apprentissage du français, langue seconde et probablement de l'anglais, d'autres langues. Nous les connaissons, les conditions motivationnelles. Et ça, je pense que c'est un plus par rapport au développement des recherches en psychopédagogie. Les professeurs, donc, peuvent créer des activités d'apprentissage qui remplissent les conditions motivationnelles proposées par les chercheurs et par conséquent intéresser les élèves, les étudiants à apprendre une langue seconde.
C'est ce qu'ont fait les professeurs Michel Sagaz et le professeur Idé Hiro dans leur cours de français langue seconde. Je ne connais pas ces professeurs, peut-être qu'ils sont ici présents, mais ils ont écrit un excellent article dans la revue japonaise de didactique du français où ils ont décrit leur activité d'apprentissage. Et laissez-moi quelques minutes pour terminer, pour décrire un peu leur activité qui remplit vraiment toutes les conditions motivationnelles. Alors, leur activité, dans le but d'innover dans leur cours, c'était vraiment une activité d'innovation. Ces deux professeurs ont regroupé les classes et ils ont travaillé en team teaching, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné dans la même classe et ont proposé à leurs étudiants une activité d'apprentissage ayant pour but final le tournage d'un court-métrage. Au premier semestre, parce que le cours se déroulait sur 2 semestres, les étudiants ont été invités à se préparer à la réalisation d'un court-métrage en faisant l'étude d'un film français. Alors, comme le disent les deux professeurs dans l'article dont je viens de vous noter, les professeurs disent « L'étude d'un film prépare très bien les étudiants à la création d'un film original. Ils y abordent les techniques d'écriture et le jeu d'acteur. Ils doivent, entre autres, écrire des résumés de scènes, créer des mini-dialogues, imaginer la suite d'une scène, etc. Ils sont aussi régulièrement invités à jouer des petites scènes de film, à travailler leur gestuelle. Les étudiants se concentrent donc non seulement sur les aspects linguistiques du film, mais aussi sur l'atmosphère qui s'en dégage et sur les émotions qu'il suscite. Au deuxième trimestre, alors le premier trimestre, on analyse un film français. Au deuxième trimestre, fort de cette préparation, les étudiants, regroupés en équipes de 6, franchissent finalement les différentes étapes de la réalisation de leur film, telles que la rédaction d'un scénario, de dialogue, de mise au point de la gestuelle, etc. Tout ça, bien sûr, est toujours en français. Il serait trop long de reprendre les étapes dont je viens de vous énumérer, regroupées en... Excusez-moi, il serait trop long de répondre ici... Excusez-moi. Il serait trop long de reprendre ici les étapes de cette activité et de montrer comment chacune d'entre elles remplit l'une ou l'autre des 10 conditions motivationnelles. Je vous invite à lire l'article, qui est un article très intéressant, et vous verrez facilement à quel point leur activité pédagogique peut être intéressante aux yeux des étudiants, surtout lorsqu'on connaît leur engouement à l'égard du cinéma. Il me reste quelques minutes, je souhaite que ces professeurs aient réussi à maintenir au fil des ans leur activité d'apprentissage parce que je ne connais pas ces professeurs, excusez-moi, et nous sommes conscients, je suis très conscient que de telles activités d'apprentissage demandent de la part des professeurs beaucoup d'énergie et un désir certain de repenser leur relation avec leurs étudiants. Revoir leurs activités d'apprentissage et innover dans leur milieu d'enseignement demande aux professeurs de la détermination et une bonne dose de motivation. Parfois, ils devront même accepter d'aller à contre-courant et d'être vus par leurs collègues et leur administration comme des idéalistes et des rebelles. Au nom de leurs étudiants, nous leur demandons de l'être. Ici, il me reste 1 minute. D'accord. Alors, 1 minute, un dernier. J'aimerais conclure mon intervention en soulignant à grands traits que le plurilinguisme ne peut devenir réalité que si les professeurs concernés sont conscients du rôle qu'ils peuvent jouer pour augmenter la motivation de leurs étudiants. Leur influence se fera surtout sentir à travers des activités pédagogiques qu'ils mettront en place dans leur classe. Pour que ces activités soient intéressantes aux yeux de leurs étudiants, les professeurs doivent faire preuve de créativité, d'audace et de persévérance. Qu'on se le dise sans cesse, le plurilinguisme passe surtout par la classe et où se fait l'apprentissage des langues.
Or, à qui revient la responsabilité de créer dans une classe un environnement d'apprentissage qui contribue à augmenter la motivation à apprendre? Par le professeur. Je vous remercie beaucoup.